Bonjour. Alors, je vous invite à venir vous installer pour notre keynote qui va bientôt commencer dans quelques secondes. Et nous allons parler de cloud souverain et de cloud durable. Comme quoi, même quand on parle de cloud et de data center, on peut avoir un impact positif sur l'environnement. Voilà, donc j'ai la joie de recevoir aujourd'hui Yona Bauerman, qui est directrice marketing d'OVH. Yona, tu veux peut-être te présenter en quelques secondes? Oui, rapidement. Donc, je suis Yona Braverman, je suis directrice de la stratégie du marketing chez OVH Cloud. Le marketing chez OVH Cloud, il y a toute une partie communication interne, relations presse à l'extérieur, mais il y a aussi également beaucoup le product marketing, donc qui sont le lancement des produits et le cycle de vie des produits. Et finalement, il y a également toute l'expérience client que nous voulons délivrer en digital à nos clients pour nos produits. Donc, rapidement, quelques mots peut-être sur OVH Cloud. Ouais. Donc rapidement, quelques mots sur OVH Cloud. Donc nous sommes un acteur mondial du cloud et nous sommes le leader européen du cloud. Donc OVH Cloud, c'est 450 000 serveurs dans le monde, c'est 37 data centers sur 4 continents, c'est 1,6 million de clients qui sont dispersés sur 140 pays. Donc OVH Cloud propose effectivement des solutions de cloud qui accompagnent nos clients dans leur croissance. Nos solutions, elles sont à la fois souveraines, dans le sens où elles ne sont pas soumises aux lois extraterritoriales. Nous ne touchons pas aux données des clients et les clients décident dans quel data center ils veulent hoster leurs données. Mais également, nous sommes compétitifs en termes de prix et avons un niveau de performance élevé de nos produits. Finalement, nous avons également une prévisibilité de nos prix, ce qui est particulièrement pertinent en ces temps où tous faisons attention à nos coûts de cloud. Très bien. Alors, comment concilier ces besoins grandissants du numérique, de data center, et puis les enjeux de développement durable? Alors, nous, chez OVH Cloud, on pense que c'est au travers de la compréhension des impacts de nos utilisateurs que nous pourrons optimiser l'utilisation du cloud et les impacts sur l'environnement. Donc pour ça passe au travers d'une certaine transparence sur les impacts, une certaine transparence des impacts, et ce sur tout le périmètre. On va en parler, le scope 1, le scope 2, le scope 3, mais également via des indicateurs précis et transparents. On va voir que nous, on a à cœur de mesurer nos indicateurs avec des normes ISO. Voilà, alors peut-être, Yona, tu ne peux pas le dire, mais moi je vais le dire, ce que ne font pas les concurrents américains, les GAFAM, nécessairement. Alors justement, en quoi le cloud souverain, en particulier d'OVH Cloud, intègre cette forte composante durabilité? Oui. Alors il faut savoir que le modèle d'OVH Cloud est unique. Donc c'est un modèle industriel qui est verticalement intégré. Non seulement nous fabriquons nos serveurs, mais également nous opérons nos data centers. Et la maîtrise de cette chaîne de valeur au complet nous permet d'introduire des innovations technologiques, et ce depuis 20 ans, et à l'échelle, c'est-à-dire pour tous nos clients. Donc si je mets en exergue 2 innovations, nous avons une première innovation qui est l'innovation de water cooling, qui nous permet d'optimiser l'énergie et l'eau. Ceci est fait en circuit fermé et ça nous permet d'éviter l'utilisation de climatisation dans les salles serveurs. Donc actuellement, c'est plus de 400 000 serveurs qui sont water-coolés. Donc ce sont des innovations que nous déployons à l'échelle. Une deuxième grande innovation chez OVH Cloud, c'est comme nous fabriquons nos serveurs, nous sommes également capables de les désassembler et ainsi d'optimiser la durée de vie des composants, et ce, toujours sans compromis sur la performance de nos produits. Alors comme donc tout votre processus de production et vos serveurs intègrent des composantes de durabilité, vous avez de ce fait pu vous engager concrètement
Alors peut-être peux-tu nous expliquer ce que sont ces engagements pour le court terme? Donc effectivement, nous avons des engagements sur notre bilan carbone, mais d'abord j'aimerais vous présenter en quelques mots notre bilan carbone. Donc OVH Cloud est transparent sur son bilan sur les 3 scopes, le scope 1, le scope 2 et le scope 3. Donc que représentent ces scopes? Donc nous sommes au total sur 164 000 tonnes de CO2. Le scope 1, qui sont les émissions liées à l'énergie produite par OVH Cloud, représente uniquement 1% de notre bilan carbone. Donc ce scope 1 concerne les générateurs de secours, l'air conditionné, le chauffage chez OVH Cloud, donc c'est minime. Le deuxième scope est celui dont on entend le plus parler et il concerne les émissions indirectes, donc liées à l'énergie qu'achète OVH Cloud. Dans cette énergie qu'achète OVH Cloud, elle alimente nos data centers et également nos chaînes de production. Et ce périmètre, c'est 45% du bilan carbone. Donc on voit qu'il y a beaucoup de discussions autour de l'alimentation de l'énergie des décès, mais ce n'est pas l'entièreté de l'impact. Car le scope 1 et le scope 2 cumulés, on arrive à 45%. Donc il reste 55% du bilan qui est lié au scope 3. Et ce scope 3, en fait, c'est les émissions émises en aval et en amont, dont notamment celles liées aux composants ou celles liées aux bâtiments de nos data centers. Donc nous pensons chez OVH Cloud qu'il faut être transparent sur les 3 scopes pour préparer un avenir responsable. Maintenant, concernant nos commitments, nous avons 4 commitments. Le premier, c'est de contribuer au net zéro sur le scope 1 et 2. Le deuxième, c'est de contribuer sur le scope 1 et 2, contribuer au net zéro sur le scope 1, 2 et 3 à horizon 2030. Donc 1, 2, net zéro à horizon 2025, 1, 2, 3 à horizon 2030. C'est extrêmement rapide par rapport aux engagements qu'on peut observer dans d'autres groupes, 40, 45, donc vous dès 2025 et 2030. Effectivement, en fait, nous pouvons être agressifs sur 2025, notamment sur le scope 2, sur l'alimentation en énergie de nos data centers, car nous sommes déjà en bas carbone sur une grande partie de nos décès qui sont alimentés par exemple en France avec le nucléaire ou au Canada via de l'énergie hydraulique 100% verte. Et ensuite, nous travaillons à nous alimenter avec de l'énergie solaire sur d'autres data centers. Donc, au final, on a déjà une bonne base. On prend compte notre mix énergétique actuel et nous sommes confiants que nous pourrons atteindre notre objectif à 2025. L'objectif sur le scope, incluant le scope 3 à 2030, nous demandera de travailler en amont avec la filière et donc avec nos fournisseurs de composants. Alors comme cette composante durabilité, elle est totalement intégrée à votre stratégie et à votre cycle de production, on le voit, vous avez eu l'idée donc de mettre à disposition ces indicateurs à vos clients pour que vos clients eux-mêmes puissent bénéficier de cette composante durabilité dans leur propre cycle de production et activité. Alors, quels sont les indicateurs que vous pouvez mettre à disposition aujourd'hui de vos clients ? Donc aujourd'hui, nous avons à cœur de communiquer sur 3 indicateurs, 2 qui sont des normes du marché mais qui ne sont pas mesurés de manière identique partout. Donc le premier, c'est le PUE qui mesure l'efficacité énergétique d'un data center. Nous sommes à 1,28 lorsque l'industrie est à 1,6. Il faut savoir que pour nous, c'est important de le mesurer selon une norme ISO 30123. Tout simplement parce que nous sommes sur de la mesure réelle, nous sommes sur 12 mois glissants et finalement nous mesurons à la sortie du PDU cette efficacité. Le deuxième indicateur, c'est le WUE et le WUE, nous sommes à 0,26 litres par kilowattheure lorsque l'industrie est à 1,6. Ce qui veut dire que pour nous, pour refroidir un serveur qui fonctionne pendant 10 heures, il nous faut un verre d'eau, lorsque l'industrie est plutôt à 1 bouteille. Donc, ce qui est assez exceptionnel. Donc, nous communiquons sur ces 2 indicateurs et nous avons envie que l'industrie se dirige vers une mesure normée de manière à permettre à nos utilisateurs de facilement comparer et éviter le greenwashing.
Voilà, donc concrètement, il y a des enjeux donc, clairs, des données qui sont de plus en plus fiables. Hein. Je crois que vous avez installé des sondes pratiquement sur la totalité maintenant des serveurs qui permettent de récupérer, de restituer toutes ces données pour les transmettre à vos clients. Alors de quelle façon, concrètement, vous allez pouvoir donc transmettre ces données à vos clients et enrichir finalement leur propre base de données? Oui, donc nous allons lancer une calculatrice carbone cet été pour nos clients qui leur permettra de voir dans leur espace client leur facture carbone, c'est-à-dire les émissions émises par les serveurs qu'ils ont chez OVH Cloud. Ce sera une grande innovation et une nouveauté sur le marché du cloud parce que ce sera la première calculatrice carbone qui tient compte du scope 1, 2 et 3. Et dans ce scope 3, qui prendra en compte également le cycle de vie des composants et les spécificités des composants. Voilà, donc en transmettant tout cela à vos clients, eh bien vous les aidez finalement dans leur propre trajectoire de scope 1, 2 et 3, puisque vous êtes leur fournisseur. Donc vous les aidez à progresser et à atteindre leurs objectifs net zéro carbone. Donc peut-être, Yona, une conclusion positive sur tout cela. Comment vous voyez donc l'évolution, je dirais l'avenir dans ce domaine du cloud souverain et durable? Nous pensons que d'avoir une transparence sur les indicateurs et sur les impacts permettront à nos clients de faire des choix éclairés en termes de cloud durable pour adresser ce challenge qui est commun et que nous devons adresser de manière responsable, c'est-à-dire sans greenwashing. Très bien. Merci beaucoup. Peut-être des questions? Bien sûr. Bonjour. Concernant la souveraineté des data centers, vous arrivez à motiver vos clients de garder leur data center en propre et de leur proposer des solutions vertes telles du water cooling? Parce que de ma compréhension du marché, les entreprises vont décentraliser leur data center vers des gros hubs qui proposent ces solutions pour beaucoup moins cher que ce qu'ils pourraient avoir chez eux. Donc du coup, vous arrivez à motiver vos clients à, chez eux, dans leur data center en propre, faire du water cooling et avoir une empreinte énergétique beaucoup plus basse que des hébergeurs data. Alors, nous, actuellement, notre solution de water cooling, elle est déployée uniquement dans nos data centers. Et nous étudions la possibilité, effectivement, d'avoir des solutions Edge au plus près des clients avec également nos technologies. Mais actuellement, c'est dans nos data centers. Mais effectivement, pour reprendre la question de monsieur, le gros enjeu finalement, c'est de faire adhérer en fait maintenant les entreprises, les groupes, à cette notion de durabilité, puisque bon, les grands hyperscalers ont pour partie donc proposent des solutions de data localisées, puisqu'ils ont amené des serveurs et des data centers en Europe. Donc maintenant la data, on peut dire que certains hyperscalers proposent de la data, des serveurs qui permettent de localiser cette data en Europe, mais cette composante durable n'est pas forcément présente dans leurs offres, ou en tout cas dans ce qu'ils explicitent au marché. Alors que vous, effectivement, vous apportez cette brique supplémentaire, cette brique complémentaire de cloud souverain à forte composante durable. Exactement. Et ça, comme on l'a démontré, c'est un modèle industriel et des technologies que nous innovons depuis une vingtaine d'années et qui sont déployées pour nos clients. D'autres questions, peut-être? Oui. Est-ce que cette technologie peut être mise en place pour des très très grosses entreprises et qui justement ont beaucoup plus de données et on peut garder cette composante très écologique? Donc, je vais reformuler. Donc, en fait, tu veux savoir pour les clients qui ont de grosses bases de données, s'ils peuvent arriver à continuer à croître avec leurs bases de données et leur information tout en restant écologique, c'est ça? À quel point il peut y avoir de la scalabilité Oui. dans OVH Cloud en toujours gardant la composante très écologique?
Oui, donc effectivement, donc, le fait de centraliser cette innovation et de continuer à innover, on est capable de proposer des choses que certains clients ne pourront pas faire en propre. Donc nous, on est la 4e génération de water cooling, on continue d'innover et c'est ça qu'on propose à nos clients. C'est en fait de leur faire profiter d'un modèle industriel et at scale qui est déployé très largement et de leur faire bénéficier d'innovations qu'ils ne pourront pas déployer nécessairement en propre. Si je peux me permettre, votre question, c'était aussi effectivement de savoir comment aujourd'hui, voilà, est-ce que OVH Cloud a suffisamment de data centers pour pouvoir accueillir en fait des données, un nombre de données très grandissant de grands groupes, par exemple, grands groupes globaux, internationaux, voilà. De ce côté-là, on a 37 data centers dans le monde et on continue notre croissance. En début d'année, on était à 33, donc il y en a déjà eu des nouveaux cette année et ça continue. Donc de ce côté-là, il n'y a pas d'enjeu. Et puis OVH Cloud a eu l'habitude aussi de construire des très grands data centers très scalables. Et là, on va également aller sur des data centers plus petits et plus en proximité des clients pour adresser des use cases spécifiques. Voilà, vous avez toute une gamme de data centers, des gros, des petits, qui peuvent effectivement répondre aux différents besoins, demandes des clients. Et tous ne sont pas encore totalement remplis. Donc vous avez la capacité effectivement d'accompagner la croissance de vos clients. Je pense que ça répond à votre question. Une autre question justement, peut-être ? Vous aviez dit que vous étiez à votre 4e génération de water cooling. Tout à l'heure, j'écoutais chez IBM qui ne voulait pas s'engager dans le water cooling parce qu'il y avait trop de contraintes, notamment réparation, maintenance, gestion des eaux usées. Quelle a été au sein d'OVH l'évolution du coup avec des différentes générations et où en est donc, du coup la maturité de la technologie water cooling? Alors, on peut considérer qu'on est très mature sur cette technologie parce que maintenant ça fait 20 ans qu'on la déploie et on la déploie sur plus de 400 000 serveurs. Donc là aujourd'hui il y a 400 000 serveurs qui sont water-coolés et qui tournent. Donc on a également développé cette expertise en termes de maintenance des serveurs water-coolés. Une dernière question ? Merci. Sa question m'a fait penser à une question que j'ai. C'est vrai que le water cooling, c'est quelque chose qui est vu depuis quelques années, mais là, très récemment, il y a des technologies de réutilisation de la chaleur générée justement par ces data centers pour justement, par exemple, la redéployer sur d'autres choses. Est-ce que ça, c'est des solutions auxquelles vous pensez qui serait une alternative au water cooling et pour le coup, qui serait une réutilisation peut-être, je ne sais pas, mais est-ce que vous pensez à des choses comme ça ou c'est pas encore Donc il y a des enjeux de réutilisation de la chaleur fatale. Et pour ça, c'est un enjeu. Il faut arriver à matcher l'offre et la demande. Donc, il faut effectivement avoir un niveau de... On doit avoir une demande à proximité. Et donc, ce sont des choses qu'on regarde quand on ouvre des data centers, mais on n'est pas toujours capable d'équilibrer cette offre et cette demande. Mais c'est des choses qui sont regardées. Il y a un problème de stockage. Tout cela ne se stocke pas forcément facilement. Voilà. Mais bon, je dois dire qu'effectivement, en matière de R&D, de recherche et développement, OVH Cloud est très intense, une R&D très intensive sur tous ces sujets-là. Donc merci beaucoup, Yona, pour ta présence ce matin, pour ton éclairage. Et puis, avec plaisir pour poursuivre cette discussion l'an prochain et pour voir quels progrès auront été faits, notamment chez vos clients, qui disposent donc dorénavant quand même d'éléments, d'outils très intéressants pour eux-mêmes affiner leur trajectoire bas carbone. Merci beaucoup.